Cette histoire m'est arrivée quand j'avais à peine 9 ans, et elle n'a jamais quitté mon esprit depuis. J'ai grandi dans une petite ville calme, entourée de forêts. Tout le monde y connaissait tout le monde, et rien de mal n'est jamais arrivé là-bas. La vie était simple et agréable, vous voyez le tableau. Eh bien, malgré ce calme, se trouvait à l'extérieur de la ville, une vieille cabane délabrée, isolée au sommet d'une colline. Une cabane que les enfants appelaient la cabane du mort. On l'appelait comme ça parce que, bien que personne n'y ait vécu depuis des décennies, on voyait de temps en temps de la fumée s'élever de sa cheminée, au loin. Des policiers y allaient à chaque fois que ça arrivait, s'attendant à trouver des squatteurs, mais quand ils y arrivaient, l'endroit était complètement désert, et la cheminée ne montrait aucune trace d'utilisation. Finalement, après des dizaines d'inspections sans succès, la police a arrêté d'y aller, acceptant que c'était un phénomène inexplicable. Les habitants étaient persuadés que la cabane était hantée par le fantôme d'un défunt, et le nom est resté. La cabane du mort se trouvait à 20 minutes de marche de chez moi. Bien qu'elle soit cachée par les arbres, elle était partiellement visible depuis la fenêtre de ma chambre. Et puisque j'étais celle qui habitait le plus près de cette cabane, mes amies me posaient toujours des questions dessus à chaque fois qu'elles venaient dormir chez moi. Elles me demandaient si je pouvais vraiment voir le fantôme par la fenêtre, ou si j'étais déjà allée là-bas pour visiter. Je répondais toujours non et je changeais de sujet. Mais cette soirée-là en particulier, mes amis et moi avons décidé d'être un peu plus téméraires. C'était pendant une de nos soirées pyjama. Nous étions 3, moi et mes 2 meilleures amies, Marie et Diane. Nous avons commencé à parler de la cabane. Je ne me souviens pas exactement de ce dont nous parlions, mais ça a fini par tourner à un jeu d'action en vérité. Diane m'a mis au défi de passer 5 minutes à l'intérieur de la cabane. Et moi, en gamine courageuse mais définitivement stupide, j'ai accepté son défi, à la seule condition qu'elle m'accompagne jusque là-bas. Marie et Diane n'avaient pas l'air très rassurées, mais ne voulant pas passer pour des poules mouillées, elles ont accepté aussi. Vivre dans une ville ennuyeuse comme la nôtre signifiait chercher de l'aventure partout où on pouvait, et une cabane hantée semblait être le choix idéal pour un peu d'adrénaline. Nous étions le genre d'enfants qui faisions tout ce qui nous passait par la tête, peu importe à quel point c'était dangereux. Même si j'avais peur, l'idée de rencontrer un vrai fantôme était bien trop excitante pour que je refuse. Nous sommes sortis une à une par la fenêtre de ma chambre, et nous nous sommes dirigés droit vers la forêt, en pyjama et pieds nus. Nous avions dû laisser nos chaussures et nos vestes, pour que mes parents ne se doutent pas de notre excursion. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous étions sous-équipés pour cette randonnée, mais ça n'avait aucune importance pour nous sur le moment. Nous faire choper par mes parents, et possiblement finir punis à vie, était bien pire que d'être dehors dans le froid. De plus, nous avions toutes quelque chose à prouver, et nous ne voulions pas reculer. Stupide, je sais, mais c'est comme ça qu'on l'a rationalisé. Bref, nous nous sommes frayés un chemin sous les branches basses, et nous sommes restés aussi proches que possible. Le chant constant des cigales emplissait l'air, alors que des brindilles et des feuilles craquaient sous nos pieds nus. La scène était plutôt sinistre la nuit, je l'avoue. Marie n'arrêtait pas de regarder derrière elle toutes les secondes, mais nous avons continué à avancer, déterminés à prouver notre bravoure. Lorsque nous avons enfin atteint la cabane, nous nous sommes approchés du porche, et nous avons essayé de regarder à travers les fenêtres pour voir si quelqu'un était là. Tout ce que nous pouvions voir étaient les ténèbres, confirmant qu'il n'y avait a priori personne et qu'on pouvait entrer sans crainte. Sans hésiter, j'ai saisi la poignée et je l'ai tournée avant de pousser la porte. Nous avons été accueillis par un joli feu crépitant dans la cheminée. Mauvais signe numéro 1. Il n'y avait définitivement aucun feu quand nous avions regardé par la fenêtre une seconde auparavant. Mais désormais, toute la cabane était bien éclairée. Nous aurions dû faire demi-tour à ce moment même, mais puisque nous avions marché plus d'1 kilomètre pieds nus dans le froid, l'idée de nous réchauffer près du feu était trop alléchante. Nous nous sommes assises par terre, collés ensemble, avec les mains et les pieds tendus, lorsque soudainement, la porte d'entrée s'est fermée en claquant derrière nous. Nous avons toutes sursauté, mais en regardant la porte, nous n'avons rien vu de suspect. Marie a dit d'une voix tremblante que ça devait sûrement être le vent. Comme si les choses n'étaient pas assez glauques, nous avons entendu des bruits de pas provenant d'une autre pièce, et nous avons décidé d'aller l'inspecter. Notre curiosité était plus forte que notre instinct de survie, je suppose. Diane a mené le groupe, avec Marie et moi derrière. Nous avons avancé le long d'un couloir couvert de toiles d'araignée, et le vieux plancher grinçait sous chacun de nos pas. En baissant les yeux, j'ai réalisé que certaines planches du parquet n'étaient pas clouées, et étaient juste posées là. Curieuse, je me suis baissée et j'en ai ramassé une, laissant un trou rectangulaire sombre à sa place. C'est étrange, je me suis dit. Pourquoi certaines planches seraient-elles amovibles? Mais avant que je ne puisse y réfléchir davantage, un bras long, pâle,
avec une main griffue est sortie du trou et m'a saisi la cheville. Un hurlement d'horreur m'a échappé, alors que mon pied était soudainement entraîné dans le trou, suivi par ma jambe entière. Mes amis se sont précipités vers moi et ont essayé de me sortir de là, mais ce qui me tenait n'avait aucune intention de me laisser partir sans lutter. Ma peur a grimpé d'un cran lorsque j'ai senti plusieurs sets de dents mordre ma jambe exposée, comme si c'était un bout de viande. J'ai hurlé en me débattant de toutes mes forces pour me dégager. Un éclair de douleur a frappé ma jambe, alors que les dents serraient de plus en plus fort. J'ai lutté de toutes mes forces, jusqu'à ce que je sente mon pied entrer en contact avec une mâchoire. Le coup a porté ses fruits, car ce qui me tenait à lâcher ma cheville, me permettant de me dégager du trou. Ma jambe était couverte de marques de morsure, mais grâce à ma lutte acharnée, ces dents n'avaient pas réussi à percer la peau. Mes amis et moi nous sommes rapidement relevés, mais au lieu de nous enfuir en courant, nous avons jeté un œil dans le trou par pure curiosité morbide. Et ce que nous avons vu nous a paralysés de terreur. Plusieurs visages pâles nous regardaient fixement. C'étaient des gens vivant sous le plancher de la cabane. Nous avons vu des hommes, des femmes et même quelques enfants parmi eux. Ils étaient tous pâles et maigres, avec des yeux rouges et des bouches remplies de dents acérées. Ils nous ont souri avant de se lécher les lèvres d'un air gourmand, rendant leurs intentions on ne peut plus claires. Avant que nous puissions réagir, plusieurs mains sont sorties du sol et nous ont attrapé les chevilles, nous tirant les pieds et nous faisant violemment tomber par terre. Nous avons toutes hurlé en nous agitant dans tous les sens. Nous avons essayé de frapper les mains pour nous dégager et donner des coups de pied à ces créatures goulesques qui grimpaient les unes sur les autres, avides de nous mordre. Marie a hurlé alors qu'une femme pâle saisissait son pied pour l'amener à sa bouche. Mais Diane lui a tout de suite fracassé le crâne avec une planche du parquet. J'ai attrapé une autre planche moi aussi, l'agitant dans tous les sens. J'ai cogné plusieurs bras avec, et j'ai réussi à me dégager. Diane a réussi à libérer Marie aussi, et nous nous sommes précipités vers la porte d'entrée, sautant par-dessus les mains qui continuaient d'essayer de nous attraper. La porte d'entrée n'était heureusement pas verrouillée, et nous sommes sortis de là aussi vite que possible. En courant à travers la forêt, aucune de nous n'a regardé en arrière pour voir si on était suivis. Heureusement, il ne nous a pas fallu longtemps pour revenir chez moi, et la fenêtre de ma chambre était toujours ouverte. Nous avons grimpé l'une après l'autre, puis nous avons fermé la fenêtre derrière nous avant de la verrouiller. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment nous avons réussi à sortir de cette cabane en vie, ou pourquoi ces choses nous ont attaqués. Des tas de gens sont allés dans cette cabane avant nous, et personne n'a jamais mentionné d'attaque. Personne. Alors pourquoi nous? Si je dois deviner, c'est peut-être qu'à cause de leur corps squelettique, ils étaient bien trop faibles pour s'en prendre à des adultes. Mais quand ils ont vu 3 petites filles en pyjama s'aventurer chez eux, ils se sont dit qu'on ferait un repas facile. Je suis soulagée de leur avoir donné tort. Nous n'avons jamais raconté à nos parents ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai déménagé 1 an plus tard pour différentes raisons. Je ne sais pas si cette cabane a fini par être démolie, mais j'espère de tout cœur que personne n'a eu à vivre ce que nous avons vécu. Cory est un jeune homme de 25 ans. Quelque chose d'incroyable lui est arrivé il y a un moment, et ça n'a pas arrêté depuis. Il y a 3 mois, il a posté quelque chose de très énervé sur une communauté internet. À ce moment-là, il traversait une très mauvaise passe. Il échouait à tout, n'avait plus d'argent, et sa copine l'avait largué. Il en a donc voulu au monde entier, et a même maudit le ciel. Quelqu'un a lu le sujet qu'il a posté, et lui a envoyé un message. La personne lui a dit qu'elle l'aiderait et lui donnerait de l'argent. Au début, Cory a pensé que c'était un arnaqueur, mais il lui a malgré tout donné son compte bancaire, le prévenant qu'il le tuerait s'il ne lui donnait rien. Mais la personne a vraiment déposé 1 800 $ sur son compte. Cory était tellement surpris qu'il a accepté de la rencontrer. Mais ce qu'il n'a pas réalisé sur le moment, c'est que c'était une tentation de Satan lui-même. Cory est allé à l'adresse qu'on lui avait donnée. C'était un bâtiment au cœur de la ville. Il est monté à l'appartement 632, où il était supposé rencontrer la personne. À l'intérieur, il y avait un grand espace ouvert, et au centre se trouvait une fontaine artificielle, avec une sorte de liquide rouge coulant à travers. Cory ne la voyait pas clairement, mais on aurait dit qu'elle était remplie de fumée rouge. Après un moment, un homme est entré dans la pièce, une expression de colère sur le visage. Ce n'est que lorsque Cory l'a entendu rire qu'il a réalisé qu'il était en fait en train de sourire. On aurait dit que ce sourire était forcé.
L'homme s'est présenté en tant que Mal-Osual et a tendu sa main qui était rouge-marron et qui semblait être faite de cuir plutôt que de peau humaine. Cory a été choqué lorsqu'il a vu son visage de près. Ses yeux ressemblaient à 2 bijoux rouges, mais ils étaient tellement craquelés qu'ils semblaient sur le point de se casser à tout moment. Son nez était long et crochu comme un harpon, et de sa mâchoire dépassaient des dents aussi pointues que des cordes. Il a pris la parole. « Tu as demandé pourquoi la vie était si douloureuse, et je t'ai amené ici pour te donner la réponse. C'est parce que des démons comme moi manipulent ta vie derrière les coulisses pour te rendre misérable. Nous tirons un plaisir formidable en tourmentant de pauvres âmes. Nous travaillons dur pour entendre les cris de souffrance d'une personne de plus. » Sur ce, il a éclaté de rire. Cory n'était pas impressionné. Il lui a demandé s'il pensait réellement qu'un masque avec un nez pareil le convaincrait. Il a tiré sur le nez de l'homme, qui lui a instantanément coupé la main. Cory a lâché un cri de douleur, en lui demandant comment c'était possible. L'homme tenait un gobelet à une main, qui semblait être fait de peau humaine. Il l'a plongé dans la fontaine pour le remplir du liquide rouge, puis l'a tendu à Cory. « J'ai vu le talent démoniaque en toi. Tu détestes le monde, tu détestes Dieu. C'est ça l'esprit qu'il nous faut. Satan veut utiliser des personnes comme toi dans son armée. Si tu deviens le serviteur de Satan, tu prendras conscience d'à quel point la vie humaine a été ennuyeuse jusqu'à présent. » Le liquide dans le gobelet qu'il a tendu à Cory dégageait une odeur sucrée incroyable. Il en a pris une gorgée, et c'était encore plus sucré que 1000 canettes de soda qui traverseraient ses veines. Il était tellement retourné par l'extase qu'il avait submergé qu'il en a lâché le gobelet. Tout le monde court à la fontaine et lèche comme un chien après avoir bu ce verre. Mais tu es calme. Soudainement, l'homme a crié dans une langue inconnue, et une femme séduisante est entrée. Sa peau semblait aussi fraîche que de l'eau, et ses lèvres étaient rouges et brillantes comme des rubis. Elle était d'une beauté tellement renversante que Cory avait du mal à la regarder. Elle s'est approchée de lui pour lui toucher la joue, et son menton a tremblé. « Si elle fait partie du marché, je deviendrai le serviteur de Satan de suite », il s'est exclamé. Le démon a éclaté de rire, en lui disant d'un ton moqueur qu'il ferait un esclave très heureux. Cory s'est giflé pour retrouver ses esprits. « Un esclave ? Mais je ne veux pas, je suis un esprit libre. » Tu n'as jamais apprécié la véritable liberté dans ta vie. Est-ce que tu as déjà exploité quelqu'un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien ? Ou as-tu déjà tourmenté quelqu'un jusqu'à ce que tu sois rassasié ? Je sais pertinemment que tu as mené une vie ennuyeuse pendant toute ton existence. Dès qu'il a fini de parler, le démon s'est mis à vomir. De l'argent coulait de sa bouche et tombait au sol. Cory était choqué. L'argent tombait encore et n'en finissait pas. Satan a dit ceci. La meilleure chose au monde est le plaisir. Quel mot magnifique. Le démon a éclaté de rire, puis a essuyé ses larmes avec un billet. Il a rassemblé tout le reste de l'argent dans un sac et l'a tendu à Cory. Offre ton âme à Satan, et le monde sera à toi. Sans dire un mot, Cory a pris l'argent et s'en est allé. Les rues étaient toujours pleines de gens qui s'agitaient, des gens qui ne savaient rien. Cory se sentait nauséeux. Il est allé à la banque pour vérifier l'authenticité des billets. Il s'est avancé jusqu'au comptoir et a tendu à l'employé une poignée de billets. Le banquier les a regardés intensément, puis lui a dit « Ces billets viennent du grand-duc Astaroth. Souhaitez-vous que je les dépose sur votre compte, ou préférez-vous les échanger contre des billets ordinaires ?» C'est là que Cory a réalisé que les billets avaient une tête de démon dessus. Était-ce le visage d'Astaroth? Après avoir quitté la banque, il est rentré chez lui. Un nouveau message de l'homme étrange l'attendait. Cette fois, c'était à propos d'un contrat d'âme. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, et très influencé par l'idée d'être avec la belle femme, il est retourné au même bâtiment que la dernière fois. L'homme l'a accueilli à bras ouverts. Alors qu'il s'approchait pour le serrer dans ses bras, Cory a brusquement reculé parce que tout son corps était en feu. « Es-tu prêt à mettre le feu au monde ?»« Que se passera-t-il si je passe un contrat avec Satan ?» Cory a demandé d'une voix tremblante. « Tu deviendras alors un démon de bas niveau. Ta première mission sera de faire souffrir 4 personnes autour de toi, y compris tes amis et ta famille. Fais en sorte de les faire pleurer des larmes de sang et qu'ils grincent des dents de haine. Puis augmente ce chiffre petit à petit. C'est comme ça que tu grimperas les échelons. Jusqu'à présent, j'ai poussé 137 personnes au désespoir le plus complet et j'ai noyé 82 personnes dans un océan de colère. C'est pour ça que j'ai atteint un rang élevé. » Cory lui a dit qu'il n'était pas intéressé par ces choses atroces, qu'il était naturellement quelqu'un de bon. Il a fait demi-tour et a essayé de partir. Mais l'homme a soudainement crié dans la même langue inconnue d'une voix pleine de colère.
et de nombreux serpents transparents sont sortis de sa bouche pour se jeter sur Cory. Les serpents ont grimpé sur son corps, le mordant partout et déclenchant une douleur telle qu'il n'en avait jamais ressenti. Cory a hurlé de douleur, et alors qu'il sentait le sang quitter son corps, il a vu les serpents transparents se remplir de rouge. Il a couru malgré tout, à l'agonie, jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Des passants sont venus lui demander si ça allait, et au moment où il allait répondre, il a réalisé que tous les serpents avaient disparu. Il a été emmené en ambulance malgré tout, et le docteur lui a demandé pourquoi il était couvert de traces de morsures. Mais Cory n'a pas pu répondre. Depuis ce jour, il s'est mis à entendre des voix crier dans sa tête « Je te ferai ressentir la pire douleur imaginable ». Et des choses bizarres ont commencé à lui arriver, tous les jours. Il ressentait une douleur insoutenable, comme si des lances chauffées lui transperçaient le corps. Mais tous les examens à l'hôpital étaient normaux. Un prêtre passant dans la rue un jour l'a vu et l'a frappé avec une croix comme s'il essayait de le tuer. Ses amis étaient terrifiés, répétant qu'ils avaient entendu les mots « Je veux te tuer » à chaque fois qu'ils le voyaient. Il était clair que quelque chose d'anormal arrivait à Cory, mais personne ne l'a cru. Ni la police, ni sa famille, ni personne. Si quelqu'un sait comment l'aider, manifestez-vous. Il y a quelques années, un nouveau café dans le thème de l'horreur a ouvert dans le quartier de Frank. Tout excité de le découvrir, il y est allé avec ses amis Levi et Owen. À l'intérieur, ils ont découvert des statues géantes représentant Dracula, Bigfoot, Frankenstein, des aliens, etc. Des voix en sortaient. Frank s'est approché de la statue de Dracula et il a parlé d'une voix très effrayante. Faire un latte avec du sang est vraiment délicieux. Frank s'est enfui et la statue a éclaté d'un rire sinistre. Puisque ces statues étaient tellement grandes, Frank pensait qu'il y avait des employés à l'intérieur. Ils s'y sont tellement amusés qu'ils sont retournés dans ce café tous les jours depuis. Environ une semaine plus tard, Levi a soudainement arrêté de répondre aux messages de ses amis. Frank est allé chez lui pour prendre de ses nouvelles et il a trouvé ses parents en train de pleurer. Il lui a annoncé que Levi avait disparu. Frank et Owen ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils ont alors décidé de partir à la recherche de Levi. Ils sont allés à tous les endroits où il aurait pu aller, et un de ces endroits était le café de l'horreur. Ils se sont avancés vers les statues et leur ont demandé si elles avaient vu leur ami appelé Levi. Les 3 premières statues ont répondu que non, elles ne l'avaient pas vu. Mais la statue de Frankenstein a répondu le contraire, qu'il l'a bien vu. Les 2 amis lui ont demandé où était Levi, mais il n'a rien dit de plus. C'est là que la statue d'Alien a crié « Ma planète me manque !» Frank et Owen se sont regardés en même temps, parce que la voix qui s'était échappée de la statue ressemblait beaucoup à celle de Levi. Frank s'est avancé vers l'alien et a demandé « Levi, c'est toi ?» d'une voix incertaine, plusieurs fois. La statue a répondu « Ma mère m'attend sur la planète Kepler 186. Je dois y retourner. » Frank et Owen ont écarquillé les yeux, bouche bée, parce qu'ils ont réalisé que c'était définitivement la voix de Levi. Ils lui ont dit de sortir de là, lui demandant ce qu'il faisait là-dedans. Mais Levi ne faisait que dire des choses étranges. Il y a quelques jours, un gros terrien m'a kidnappé. Les terriens sont effrayants. Il s'est tué après cette phrase. Le café étant désert, le silence était total. Frank et Owen se sont demandé quoi faire. Ils ont fini par rentrer chez eux, mais ils sont retournés au café dès le lendemain. Ils se sont à nouveau approchés de la statue d'Alien, mais cette fois-ci, ils n'entendaient rien du tout à l'intérieur. Frank a décidé de parler à la statue, appelant Levi. Une toute petite voix s'est fait entendre à l'intérieur, disant « Oui, c'est Levi, sortez-moi de là, je me sens tellement mal. » C'était bien la voix de Levi, chuchotant tout doucement. Frank lui a demandé comment il pouvait le faire sortir, et Levi a répondu « Dis au propriétaire du café que tu veux aller à l'intérieur de la statue. » Frank s'est exécuté, et le propriétaire a accepté sa requête avec enthousiasme. Par précaution, il a envoyé un message à Owen pour lui dire d'appeler la police s'il n'avait plus de nouvelles. Le propriétaire l'a mené au sous-sol, où il y avait une sorte de zone secrète par laquelle on pouvait entrer dans les statues. Il a mené Frank à la statue de Bigfoot. Dès qu'il est entré à l'intérieur, une odeur forte de sang l'a submergé. Il pouvait voir des gens marcher dans le café à travers les petits trous devant lui. Mais à ce moment-là, il a entendu un bruit, et la porte s'est verrouillée par le bas. Frank a réalisé que c'était le propriétaire qui venait de l'enfermer, avant de lui dire « À partir de maintenant, tu travailles pour moi. Si tu joues bien,
les ventes du café vont augmenter. Mais si ta voix ne ressemble pas à celle de Bigfoot, je vais te transpercer avec cette lance de la punition. Il y avait des ouvertures dans le sol sur lequel se tenait Frank, et il a pu voir la pointe acérée d'une lance dedans. La panique l'a gagné. Indifférent, le propriétaire a continué. « Vas-y, essaye ta voix de Bigfoot. Cette lance va juger si tu es bon ou pas. » La pointe de la lance était très grosse et couverte de sang. Frank était tellement terrifié qu'il s'est fait dessus. De l'urine a trempé ses vêtements, coulant sur la lance, et l'homme a éclaté de rire. Frank était piégé dans la statue, et quand les gens dans le café lui adressaient la parole, il se forçait à jouer son rôle de Bigfoot. Au bout d'un moment, Owen s'est approché de la statue et lui a demandé s'il avait vu son ami. Toujours dans le rôle, Frank lui a répondu « Ton ami est dans mon corps actuellement, parce que je l'ai avalé vivant. » Il voulait qu'Owen le sauve, mais le propriétaire le regardait toujours d'en dessous avec la lance. Il n'avait donc d'autre choix que de jouer le jeu. Il a regardé avec une angoisse sans nom Owen sortir du café. Il était terrifié à l'idée qu'il ne revienne pas. Mais après un moment, il a entendu des sirènes de police au loin, bientôt suivies par des policiers qui entraient dans le café. Owen avait bien appelé les secours. La police a fouillé tout le premier étage du café, puis sont descendus au sous-sol. Quand il les a entendus s'approcher, Frank a hurlé, et d'autres cris venant des autres statues ont retenti au même moment. Finalement, le propriétaire du café a été retrouvé et arrêté. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur des statues, et alors qu'elles étaient libérées, elles ont expliqué en pleurant qu'elles avaient été piégées là-dedans pendant une douzaine de jours. Les victimes ont toutes été libérées. Elles avaient toutes des vêtements déchirés et couverts de taches de sang. Frank a cherché fébrilement la foule du regard, mais il n'y avait aucune trace de Lévi. Il a demandé en criant au propriétaire du café menotté ce qu'il avait fait de son ami, et ce dernier a répondu « Il était tellement nul pour jouer l'alien, alors je l'ai transpercé avec ma lance. » La police a continué sa fouille des lieux, et ils ont fini par retrouver le corps de Lévi, poignardé à mort. Ses blessures correspondaient à la lance du propriétaire. 5 ans sont passés depuis, mais Frank fait toujours des cauchemars de cette horrible expérience. Il rêve qu'il est piégé dans une statue, se faisant transpercer sans relâche par une lance. Le soir de cet incident, Nathan était réveillé par le bruit statique de sa télé. Confus, il s'est levé du canapé où il était en train de dormir et a donné un petit coup à la télé. Mais elle ne voulait toujours pas marcher. Il n'a pas trouvé ça très étrange, car ils avaient eu des tempêtes de neige toute la semaine d'avant, et il s'est dit qu'elle remarcherait quand la météo serait plus clémente. Il était sur le point de retourner se coucher, lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait acheté un jouet pour son chien la veille. Bouton de chien était le nom du jouet, et c'était une sorte de boîte avec plusieurs boutons à l'intérieur. Les boutons avaient chacun un enregistrement, et étaient supposés permettre au chien de communiquer avec son maître. Nathan a posé le gadget au sol et a ramené son chien devant, mais il ne semblait pas intéressé. Lors d'une soirée quelques jours plus tard, Nathan était de nouveau sur le canapé en train de regarder la télé, comme à chaque fois qu'il avait du temps libre. Il a soudainement entendu le mot « inconnu » venant d'un des boutons derrière lui. Il s'est retourné pour voir que son chien avait toujours sa patte sur le bouton, comme s'il voulait que Nathan sache que ce n'était pas un accident. « Inconnu ? Comment ça ?» il a demandé, confus. Ici, il a entendu venant d'un autre bouton. Nathan a senti son cœur s'emballer, et ses mains et son front se sont couverts de sueur. « C'est quoi ça encore ?» il s'est demandé à lui-même. Il a essayé de ne pas y prêter attention, mais il n'a pas réussi. Il a fini par monter à l'étage dans sa chambre pour se coucher. Environ 1 heure plus tard, un bruit de verre brisé l'a réveillé en sursaut. Nathan s'est immédiatement levé pour regarder par la fenêtre, pensant que quelqu'un était entré chez lui par effraction. Mais c'était l'inverse. Quelque chose était en train de sortir de chez lui. C'était une grande créature pâle. Elle n'avait que des yeux. Pas de bouche, pas de nez, seulement des yeux. Elle avait 2 paires de bras, 2 au niveau de l'épaule et 2 dans son dos. Elle s'est lentement redressée sur ses jambes, sa tête bougeant de manière saccadée. Elle a lâché une espèce d'aboiement, suivi par le cri le plus glaçant jamais entendu. Elle s'est enfuie dans les bois et n'a plus jamais été revue depuis. Je m'appelle Brianna, et cette histoire m'est arrivée il y a quelques années.
J'habite à Silver City, au Nouveau-Mexique, et je n'allais pas très bien à cette époque. Je vivais dans un trailer park, un camp de caravane, et je m'apprêtais à aller rendre visite à mon copain. Je ne sais plus quelle heure il était exactement, mais il était tard, quelque part entre minuit et 3 heures du matin. Je suis sortie de chez moi, j'ai activé le flash de mon téléphone, et j'ai commencé à marcher. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait qu'un seul lampadaire, qui éclairait les boîtes aux lettres là où il fallait tourner pour accéder au trailer park. En continuant à avancer sur la route, il n'y avait aucune autre lumière, pas même une seule lumière de maison. J'ai toujours été un peu méfiante en passant par là, mais comme ce n'était qu'une marche d'une dizaine de minutes, je me suis convaincue que je ne risquais rien. Donc comme d'habitude, j'ai marché avec mon téléphone à la main, son flash éclairant à peine le chemin devant moi. J'arrivais à apercevoir quelques maisons, mais en avançant plus loin sur la route, j'ai vu un énorme fossé rempli d'arbres, d'herbes et toutes sortes de végétation. Sur le côté droit de là où je marchais, il n'y avait rien d'autre que de la terre et des collines. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi en marchant. Je ne pouvais pas m'en empêcher, j'étais tellement nerveuse. Je pouvais voir le bout de la rue de là où je me trouvais. Il y avait un petit studio de danse sur la gauche, et une grande maison clôturée sur la droite, qui servait de repère. C'était un peu loin, mais je me suis dit que si je gardais le flash allumé et que j'avançais très vite, j'y serais en un rien de temps. Soudainement, j'ai entendu une sorte de mouvement, comme des pas, mais ce n'était pas les miens. Je me suis arrêtée et j'ai dirigé ma lumière vers le fossé, espérant voir quelqu'un marcher, ou même un animal passer. Mais il n'y avait rien du tout. « Bonsoir » j'ai crié, dirigeant le flash vers ce grand arbre sinistre affaissé sur le rail. Mais toujours rien. Je me suis retournée pour vérifier s'il y avait quelque chose derrière moi. Rien du tout. J'ai fini par me convaincre que c'était mon imagination. Alors j'ai continué à avancer. C'est là que j'ai entendu un sifflement venant des collines, comme un sifflement d'un gros félin. J'ai éclairé l'endroit avec mon flash, et elle était bien là. Sa vue m'a stoppé net, et mon cœur est remonté dans ma gorge. Ce n'était pas un animal. Cette chose avait de la peau, une peau transparente, et je pouvais voir ses vertèbres. Je n'ai pas pu bien voir son visage, mais elle avait des bras et des jambes anormalement longs. Elle se tenait sur ses 4 membres, et elle m'a chargée dès qu'elle m'a vue. Je n'ai pas eu le choix que de courir de toutes mes forces sans me retourner. Je me souviens avoir fait tomber des affaires de mes poches, mais je n'ai pas pris le risque de m'arrêter pour les ramasser. Je pouvais entendre sa respiration lourde et grave se rapprocher de plus en plus. Je n'ai pas eu le temps ni de crier, ni même de jeter un regard plus attentif à cette chose. Finalement, j'ai réussi à atteindre le lampadaire à côté de la maison dont je vous ai parlé. J'ai regardé derrière moi en arrivant sous la lumière rassurante, et la créature avait disparu. Je suis restée là pendant un moment, me demandant si ce que je venais de voir était le fruit de ma paranoïa et de mon imagination, ou si je venais vraiment de me faire courser par une espèce de skinwalker démoniaque. J'en étais pas certaine, mais je savais que je devais me mettre à l'abri rapidement. J'ai couru de toutes mes forces jusqu'à arriver chez mon ex-petite amie. Je ne me suis sentie en sécurité que quand il m'a prise dans ses bras, me serrant très fort contre lui. Je ne lui ai raconté ce que j'avais vu que plusieurs années plus tard. À ce jour, je ne sais toujours pas si mon imagination m'a joué des tours, ou s'il y avait vraiment une créature d'horreur à la recherche de victimes là-bas. Je ne suis pas retournée à cet endroit depuis, ni à la route y menant, et j'espère vraiment ne jamais en avoir besoin. Cette histoire nous vient de Félix, âgé de 14 ans. Il vit en Autriche, et il a 2 frères et une sœur. L'incident qu'il veut nous raconter est tout frais, arrivé il y a à peine 2 jours à son grand frère Malek, âgé de 19 ans. Malek travaille dans un hôtel en tant que réceptionniste, et ses horaires sont principalement de nuit. Son superviseur l'a appelé 2 soirs auparavant pour travailler, pour remplacer un collègue malade. Frustré, il est sorti de la maison à minuit, et y est allé. Puisque c'était la nuit et que l'hôtel était plutôt petit, il n'y avait que quelques clients à gérer la nuit. Pour s'occuper, il regardait Netflix sur son téléphone. Il n'était pas le seul en service cette nuit-là. Son ami était à l'autre réception à l'étage, et s'ennuyait tout autant que lui. Vers 5 heures du matin, Malek a dû aller aux toilettes. Il a donc quitté son poste pour y aller. Alors qu'il se lavait les mains après avoir fini, son téléphone a sonné, et il a vu que c'était son collègue de l'étage. Surpris, il a décroché à demander ce qui se passait. Son collègue a dit « Alors, ne panique pas, un gars louche vient d'entrer. Je le vois sur la caméra de sécurité. Il a quelque chose dans sa poche et fouille ton bureau. » Malek a pressé son oreille contre la porte
et a entendu le bruit de quelqu'un bougeant des affaires. Il a lentement posé sa main sur la poignée. D'un seul mouvement brusque, il a ouvert la porte à la volée, et effectivement, il y avait bien un homme à l'intérieur, de taille moyenne et de corpulence plus massive que Malek. Il portait une casquette qui couvrait ses cheveux sombres, un short noir qui lui arrivait aux genoux, et un sac. Il semblait avoir la vingtaine. Son regard était calme, mais sinistre. L'intrus a couru à l'extérieur, et Malek s'est lancé à sa poursuite. Il a réussi à le plaquer au sol, et les deux se sont violemment battus, s'envoyant des coups de pied et de poing. À un moment donné, l'intrus a essayé d'étrangler Malek. Le collègue a été témoin de toute la scène, et ça a été pris sur la caméra de sécurité. Il a appelé la police, et alors qu'il était toujours en ligne, il a dit à Malek d'essayer de maîtriser l'intrus jusqu'à leur arrivée. Malek a crié pour que quelqu'un vienne l'aider, mais personne n'est intervenu, alors qu'il y avait 5 personnes en train de regarder la scène depuis leur balcon. Ils sont restés là sans réagir. L'un d'eux a même crié à Malek de lâcher l'intrus, pensant qu'il s'agissait d'une bagarre entre 2 immatures. Quand la police est arrivée à arrêter l'intrus, il a crié dans une langue que personne ne comprenait. Quand ils ont essayé de lui poser des questions, ils ont réalisé qu'il ne parlait ni anglais, ni allemand. Ils n'ont pas réussi à identifier sa langue. Ils ont cherché son identité, mais n'ont rien trouvé. L'intrus n'avait pas de passeport, et semblait être entré illégalement dans le pays. La police a félicité Malek de lui avoir tenu tête. Malek a été emmené à l'hôpital vers 6 heures du matin, pour traiter ses blessures. Il s'était cassé le bras, et était couvert d'ecchymoses et de griffures. Ses épaules lui faisaient très mal, au point de ne presque plus pouvoir bouger. Quand ses parents l'ont appris, ils l'ont réprimandé d'avoir pris autant de risques dans une situation aussi dangereuse, et lui ont dit d'être plus prudent à l'avenir. Le collègue a copié la vidéo de la caméra de sécurité sur son téléphone, et l'a montrée à Félix. C'était évident que l'intrus ne savait pas ce qu'il cherchait. On aurait dit qu'il s'était introduit dans l'hôtel sur un coup de tête, et en avait payé le prix. Il a vu comment son frère et l'homme se sont battus. Il n'y avait pas de caméra à l'extérieur, mais celle de l'intérieur les avait pris. Ce qui lui a fait peur, c'était à quel point l'intrus était calme quand il criait sur les policiers. Ce fou furieux est en prison maintenant, et il l'a bien mérité. Félix est très fier de son frère et de sa bravoure cette nuit-là. Lui et son petit frère voient désormais Malek comme un héros, et rêvaient d'être aussi courageux que lui. Mais cette histoire hantera probablement Malek pendant un bon moment. Cette histoire nous vient de José, et il tient à nous partager un horrible souvenir en rapport avec le chocolat. Il y a environ 4 ans, quand il avait 18 ans, il est allé chez un chocolatier et a fait la connaissance d'Evan dans la boutique. Il se souvient encore de son immense sourire. Ses dents étaient marrons à cause du chocolat. Quand il lui a tendu la main pour la serrer, ses mains étaient aussi couvertes de chocolat. Mais il était très avenant, alors ils sont rapidement devenus amis. Evan était un accro au chocolat. Il en avait toujours dans ses poches, le faisant déborder. Mais José n'a pas réalisé tout de suite à quel point il était dangereux. Plus ils apprenaient à se connaître, et plus Evan lui offrait du chocolat. José l'acceptait au début, mais plus le temps passait, plus ça le mettait mal à l'aise. Ce qui le gênait autant, c'était qu'à chaque fois, Evan le fixait pendant qu'il mangeait le chocolat. Et dès qu'il l'avalait, il poussait une exclamation et serrait ses bras autour de lui-même. Une fois, José a fait exprès de ne pas avaler le chocolat, juste par curiosité. Evan l'a fixé pendant un bon moment et a essayé de lui ouvrir la bouche, lui criant pourquoi il ne l'avalait pas. Il ne s'est calmé que lorsque José a dégluti. Alors que le temps passait, Evan devenait de plus en plus étrange. Un jour, il lui a ramené une boîte de chocolat et lui a dit de tous les manger. José a répondu qu'il ne voulait pas, mais Evan s'est mis à crier, à le supplier, lui disant « Je veux être heureux ». Il a soudainement perdu son souffle. Il s'est mis à déballer les chocolats et les a enfoncés de force dans la bouche de José, qui a fini par céder et en a mangé quelques-uns. Evan a alors crié de soulagement, comme si José venait de le sauver de la noyade. « Oh, merci beaucoup, vraiment !» avant de fondre en larmes. José était perplexe. Après cet incident, Evan s'est mis à le traiter comme un roi. Quand José lui a demandé pourquoi il était aussi gentil avec lui, il a répondu « Parce que j'aurai toujours besoin de toi ». Mais José n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. En parallèle, ses attaques de chocolat ont continué. Même quand ils mangeaient ensemble,
Evan lui mettait des chocolats dans sa nourriture. Et quand ils étaient en train de discuter, il lui jetait des chocolats dans la bouche. José devenait de plus en plus agacé par la situation. Il a demandé à Evan d'arrêter de lui donner du chocolat. Evan a alors souri d'un air sinistre et lui a dit « Tu as besoin de chocolat dans ton corps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans ça, tu n'es qu'un bout de viande. » José est devenu convaincu qu'Evan avait une maladie mentale et lui a dit de ne plus le recontacter. Quelques jours plus tard, Evan lui a envoyé 30 boîtes de chocolat chez lui et lui a dit qu'il le laisserait tranquille si José lui envoyait une vidéo de lui en train de tous les manger. José a bloqué son numéro et pendant une longue période, il ne l'a plus revu. Il s'est senti soulagé, mais malheureusement, ce n'est pas la fin de cette histoire. Un jour, il a appris qu'Evan avait été arrêté pour meurtre. Il avait rencontré une fille sur une application de rencontre, l'avait ramenée chez lui, l'avait attachée au lit et avait versé du chocolat bouillant partout sur son corps. Sa bouche avait été ouverte de force et l'autopsie a montré qu'elle avait plus de 2 kilos de chocolat dans son estomac. Il y avait une vidéo d'elle avec Evan sur son téléphone, où il était allongé dans une baignoire remplie de chocolat et lui disant « Si tu arrives à survivre là-dessous pendant 1 minute, je te donne 100 $. Lorsque la police a fouillé la maison d'Evan, ils ont fait une découverte encore plus choquante. Il y avait un énorme bloc de chocolat dans la cave, de plus de 2 mètres, et à l'intérieur se trouvait un cadavre. Tout le monde était horrifié. José a relu le dernier message qu'Evan lui avait envoyé. Il disait « Je vais remplir ton corps de chocolat. Ton estomac et ta vessie seront remplis de chocolat. Du chocolat coulera dans tes veines. Et si quelqu'un te poignarde, c'est du chocolat qui sortira. Tu deviendras du chocolat. » Quand il avait lu la première fois, José avait pensé que c'était juste une blague. Mais il réalise maintenant qu'Evan était très sérieux. Il s'est mis à vomir. Et à partir de ce jour, il a développé une phobie du chocolat. Evan a été condamné. José a pu faire la connaissance de sa mère, qui lui a révélé quelque chose qui l'a retourné. Et lui a dit qu'Evan l'avait harcelé pendant très longtemps aussi, et qu'elle ne supportait plus de voir du chocolat. Evan adorait le chocolat depuis son plus jeune âge, mais son adoration s'est transformée en obsession alors qu'il grandissait. Quand il avait 16 ans, il a été emmené à l'hôpital parce qu'il avait mangé trop de chocolat, et le médecin lui a dit qu'il allait devoir arrêter complètement d'en consommer. Il a alors répondu « Est-ce que je pourrais en faire manger à ma mère à ma place ?» C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Il a essayé de la forcer à manger une boîte entière de chocolat par jour, et n'a eu d'autre choix que de les jeter secrètement, et lui mentir en disant qu'elle avait tout mangé. Mais un jour, il a approché avec un couteau à la main, en lui disant « Je dois vérifier qu'il y ait bien du chocolat dans ton ventre. » Et s'est enfui de là, le laissant seul chez elle, et n'y est jamais revenu. Elle pleurait à chaudes larmes, répétant qu'elle savait que quelque chose comme ça allait forcément arriver. Des années plus tard, et Evan est toujours en prison. José repense à lui de temps en temps, ce qui l'angoisse instantanément. Quand j'avais 10 ans, j'étais dehors dans un parc, en train de jouer avec ma petite lapine blanche. Elle était en train de grignoter tranquillement de l'herbe, quand elle s'est soudainement redressée. Je la voyais rarement agir de la sorte, parce que je ne la laissais jamais s'approcher d'un quelconque danger. Mais à ce moment-là, je pouvais voir qu'elle avait perçu quelque chose d'anormal. Je ne savais pas ce qui l'avait alertée, mais je me suis dit que ce n'était probablement rien de grave. Alors j'ai juste continué à garder un œil sur elle. Elle regardait fixement vers le coin de la clôture du parc. Son comportement était étrange, et comme il allait bientôt faire noir, je l'ai prise délicatement dans mes mains pour rentrer à la maison. La nervosité de ma lapine m'a contaminée, et j'ai senti des frissons d'angoisse me parcourir. Je me suis dépêchée de me mettre en route, au cas où le danger qu'elle avait senti nous suivait. Je me suis retournée pour regarder derrière moi, et j'ai vu un homme à l'apparence louche, qui avait un bulldog avec lui. Le chien bavait, et avait l'air très menaçant et dangereux. Le voir a suffi à me faire sprinter, et je me suis enfuie de là aussi vite que possible, priant pour que son maître ne le lâche pas. J'ai serré ma lapine contre moi pour la protéger des chocs de ma course. Je me suis retournée pour vérifier si j'étais suivie, pour découvrir que l'homme avait sa main sur le collier du chien. Il s'apprêtait à lui enlever sa laisse. J'ai senti la panique me gagner, mais heureusement, j'ai vu mon voisin. C'était un jeune homme de 20 ans bien bâti, alors je me suis cachée derrière lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et je lui ai expliqué qu'un homme dans le parc s'apprêtait à lâcher son chien sur moi.
et que j'avais peur qu'il nous fasse du mal à Malapine et à moi. Le voisin eut l'air surpris, puis en colère. Il savait très bien qu'on ne pouvait pas laisser un chien dangereux circuler librement sans laisse, surtout dans un endroit avec des enfants. Le voisin m'a dit de rentrer chez moi me mettre à l'abri, et j'ai obéi. En marchant vers chez moi, toujours tremblante de peur, j'ai entendu mon voisin crier à l'homme que s'il lâchait son chien, il n'hésiterait pas à appeler les autorités. Mais l'homme donnait l'impression de n'en avoir rien à faire. Je suis rentrée chez moi quelques minutes plus tard. J'ai posé Malapine, qui s'est éloignée en sautillant. J'ai fondu en larmes en appelant ma mère, mais elle n'était pas là. Alors je suis juste restée dans mon lit, pleurant sans réussir à m'arrêter. Je crois que c'était le contre-coup du choc. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce parc. J'ai maintenant 14 ans, et même si Malapine n'est plus parmi nous, je continue de prévenir les gens que je croise de ne pas emmener de petits animaux dans ce parc, parce qu'il n'est pas sûr. Ed se souvient toujours du visage de son ami mort sous ses yeux. Est-ce que c'était du ressentiment, de la colère ou de la tristesse sur ce visage? Ed ne connaît pas la réponse, et il ne la connaîtra jamais. Parfois, le souvenir de ce jour-là se déroule comme une scène de film dans son esprit, malgré ses efforts pour oublier. Et ce souvenir devient de plus en plus clair, malgré le temps qui passe. Le psychiatre lui a dit que c'était à cause du choc. Il lui a proposé des séances d'hypnose pour effacer ce souvenir de sa mémoire. Dans son subconscient, il imagine retourner à ce jour-là pour sauver son ami. Mais il avait beau répéter le scénario encore et encore, il ne réussissait jamais à le sauver. C'est arrivé il y a de cela 8 ans. C'est l'histoire d'Iwan, son ami cher à son cœur qui a succombé à une secte. Iwan croyait à cette religion depuis très longtemps, mais quelque chose à son sujet était étrange. Des rumeurs disaient que les gens vénéraient un énorme serpent comme Dieu. Ed a dit à Iwan de ne pas se moquer de lui, mais il était bien sérieux. Il lui a dit que tout s'était arrangé dans sa vie après être devenu croyant. Ed a cédé à une des invitations insistantes d'Iwan, et il l'a accompagné. Après tout, c'était son meilleur ami depuis 10 ans. Il ne pouvait pas éternellement refuser. Quel était le nom de cette religion déjà? Ed n'arrivait plus à s'en souvenir, mais ce dont il se souvient, c'est que le nom n'était pas dans un langage moderne. Dès qu'il a mis un pied dans l'auditorium de la secte, le choc l'a tétanisé. Tout le monde portait un masque de serpent, avec la langue qui dépassait. Leur langue était toute fendue au milieu, comme celle d'un serpent. Le jour en question s'est avéré être le jour d'un rituel important. C'était le jour de la vénération du dieu serpent. Le chef de la secte est entré dans l'auditorium, et les croyants se sont mis à siffler frénétiquement, comme des serpents. Ed était à la fois choqué et horrifié de voir qu'Iwan sifflait également. Après quelques instants, les croyants ont donné quelque chose au chef. L'un a donné un serpent sculpté dans de l'or, un autre a donné des gros tas d'argent, et quelqu'un a même ramené un cerf qu'il avait attrapé lui-même. Lorsque le tour d'Iwan est arrivé, Ed était confus, parce que ses mains étaient vides. Cependant, quand le chef s'est tenu devant lui, Iwan l'a poussé vers ce dernier. Plein de colère et de surprise, Ed lui a demandé ce qu'il pensait faire. Le chef l'a regardé d'un air excité et lui a lancé « Oh, quel cadeau précieux! Acceptes-tu également d'être offert comme sacrifice au dieu serpent ?» Ed a répondu sans hésiter « Jamais !» Iwan a essayé de le convaincre, en lui disant qu'il aurait une grosse récompense s'il offrait une partie de son corps au dieu serpent, qu'ils allaient juste couper un bout de sa cuisse, et que lui aussi l'avait fait. Iwan lui a montré ses cuisses, et en effet, elles étaient coupées. Ed a répété « Jamais !» Le chef de la secte est soudainement devenu froid, jetant un regard glacial à Iwan et disant « Alors, monsieur Iwan n'a pas de sacrifice à offrir aujourd'hui ?» Iwan a pâli et s'est mis à trembler violemment. Il s'est effondré sur ses genoux et a supplié Ed d'accepter. C'était hors de question pour Ed de participer à cette folie. Il a donc sèchement réitéré son refus. Le chef a alors crié « Le dieu serpent t'ordonne d'être puni !» Puis il a traîné Iwan pour l'emmener il ne savait où. Ed les a suivis, lui disant de lâcher son ami. Mais il n'a pas pu aller bien loin, parce que les croyants l'ont arrêté. Iwan hurlait et se débattait, mais ils ne l'ont pas lâché pour autant. Ils ont continué à le traîner de force, jusqu'à arriver à une énorme cage. Et à l'intérieur de la cage, se trouvait un énorme serpent, qui semblait faire plus de 5 mètres de long. Iwan a hurlé, et les croyants l'ont jeté sans ménagement dans la cage. Sous le choc, Ed leur a demandé ce qu'il faisait, et le chef a répondu « Le dieu serpent décidera, soit de le punir,
soit de lui pardonner. Nous verrons quelle sera sa volonté. Tout de suite après, l'énorme serpent a commencé à s'enrouler autour du corps d'Iwan. Il a hurlé à l'aide, et son regard est tombé sur celui d'Ed. Iwan l'a regardé intensément, et a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Le serpent s'est resserré autour de son corps, et Ed a bientôt pu entendre ses os se briser. Ed a hurlé à son tour et a essayé d'intervenir, mais les croyants l'ont jeté dehors. Malgré le choc et la terreur, il a réussi à appeler la police. Ils sont arrivés sur les lieux, mais ils ont été stoppés par le chef et ses suivants. Il a fallu un bon moment pour que la police réussisse à les arrêter. Quand ils sont enfin allés à la recherche d'Iwan, il n'était nulle part en vue. Cependant, le corps du serpent était démesuré. Au cours de l'enquête, la police a confirmé qu'Iwan avait été avalé par le serpent. Le chef de secte et ses croyants ont été envoyés en prison. Il s'est avéré qu'Iwan n'était pas la première victime. Le chef avait sacrifié plusieurs autres personnes. Ed n'arrive pas à effacer le regard d'Iwan de sa mémoire. Il fait constamment des cauchemars. Dans ces cauchemars, ce n'était pas son ami, mais lui-même qui était écrasé à mort par le serpent. Et le sentiment d'étouffement était si intense qu'il en semblait réel. Il se réveille toutes les nuits en sursaut, ses draps trempés de sueur et l'odeur dégoûtante du serpent toujours dans son nez. Ed se demande s'il réussira à échapper à ses souvenirs un jour. Je m'appelle Sakina, j'ai 27 ans, et cette histoire m'est arrivée il y a 3 ans, dans la maison que je partageais avec mon mari. Nous étions en train de regarder la télé dans le salon, et tous nos enfants étaient déjà couchés, puisqu'il était 22 heures. J'avais un babyphone à côté de moi, pour que je puisse m'assurer que ma fille ne se réveille pas et quitte sa chambre. La caméra du babyphone était dans le couloir, en face de la chambre de ma fille. Nous avions également une barrière de sécurité au niveau de la porte. Ma fille avait 2 ans à ce moment-là. Bref, mon mari et moi étions en train de regarder la télé. Et quand j'ai jeté un œil au babyphone, j'ai vu une fillette regardant par-dessus la barrière, droit vers la caméra. Je me suis levée pour aller jeter un œil dans la chambre. Ma fille n'était pas derrière la barrière, donc je suis entrée dans sa chambre. Elle était bien dans son lit, profondément endormie. Je suis retournée dans le salon, et j'ai continué à regarder l'émission avec mon mari. Après quelques minutes, j'ai de nouveau regardé le babyphone, et j'ai aperçu une petite fille avec de longs cheveux bouclés courir devant la caméra. Je me suis de nouveau levée et je me suis précipitée vers la chambre de ma fille. Elle était toujours profondément endormie. Ma fille n'avait pas de longs cheveux bouclés, ni personne chez nous d'ailleurs. Je suis allée avertir mon mari, et il n'a pas su quoi dire. Nous sommes restés devant la télé, jusqu'à ce que mon mari se lève pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour faire un peu de popcorn. Dans la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil au couloir, et j'ai vu que la poussette de ma fille avait bougé. Je suis allée vérifier, et les roues étaient bien bloquées. À ce stade, je me suis demandé si mon mari ne me jouait pas un tour, donc j'ai juste remis la poussette à sa place. J'ai fini le popcorn et je suis retournée dans le salon. Mon mari est sorti des toilettes et est passé dans la cuisine pour se chercher à boire. Quand il est revenu, il m'a demandé pourquoi la poussette avait changé de place. Je lui ai dit que je l'avais juste remise à sa place après que lui, il ait bougé. Il m'a regardé avec incompréhension et m'a dit qu'il n'y avait pas touché. Je me suis levée pour regarder par moi-même. La poussette avait de nouveau bougé. J'ai regardé mon mari en souriant, lui lançant un « haha, très drôle » avant de la remettre à sa place. Nous avons fini notre émission et nous étions prêts à aller au lit. Nous nous sommes levés et en allant dans la cuisine, nous avons vu que la poussette avait encore bougé. Personne ne s'était levé pour y toucher et mon mari et moi étions dans le salon. Même nos chats étaient avec nous, endormis sur le canapé. Ils étaient là-bas depuis le début de l'émission, donc ce n'était pas eux. Notre chien également. J'ai essayé de la bouger par moi-même pour voir, et c'était impossible pour un animal de la bouger avec les roues verrouillées. Et nos autres enfants n'avaient pas bougé de leur chambre. Nous n'avons aucune explication de comment cette poussette a été déplacée, ni qui était la fillette que j'avais vue. Ce n'était pas la seule fois que des choses étranges se passaient dans cette maison, mais ce sont des histoires pour un autre jour. J'espère juste que la nouvelle famille qui a emménagé là ne subisse pas la même chose que nous.